à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Nous sommes le mercredi 24 septembre. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Nous débuterons ce journal en nous rendant à New York, à l'ONU, où le prince Albert II a fait son discours ce mercredi lors des déclarations générales. L'occasion pour nous également de suivre le souverain du côté de Times Square pour une levée de fonds en faveur de l'environnement. Les explorations de Monaco lancent la mission Grèce, première étape d'un programme consacré à la Méditerranée. Le départ est prévu demain à bord d'un catamaran. Nous recevrons le directeur de la Société des explorations de Monaco. La 34e édition du Monaco Yacht Show a ouvert ses portes ce mercredi. Nous visiterons un yacht designé par une entreprise monégasque. Le diabète touche 537 millions de personnes à travers le monde et avec notre hygiène alimentaire, le chiffre ne fait qu'augmenter. Bien, la Croix-Rouge monégasque organise demain à l'auditorium Régnier 3 une conférence sur cette maladie. L'endocrinologue du CHPG, Sophie Broussol, sera avec nous pour en parler. Et enfin, nous reviendrons sur une tentative de record du monde de traversée en jet ski à énergie propre. Le débat général des Nations Unies s'est ouvert mardi. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement ont répondu présents. On retrouve Alexandra Pagny devant le siège des Nations Unies à New York. Bonsoir. Bonsoir, oui, le souverain s'est exprimé en début de matinée à la tribune de l'Assemblée générale. Il est revenu sur l'importance des contributions des Nations Unies tout au long de ses 80 ans d'existence. La nécessité de retrouver l'esprit de dialogue qui l'a animé à sa création, mais aussi à aborder les défis sécuritaires, sociaux et environnementaux auxquels les États doivent aujourd'hui faire face. On l'écoute. Égalité, respect, dialogue. Voilà le cœur de l'esprit multilatéral. Ce sont précisément ces valeurs qui ont permis à Monaco de trouver sa place dans le concert des nations. Au cours de ces 8 décennies, les Nations Unies ont su accompagner les grands tournants de l'histoire. La reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, le processus de décolonisation, l'espoir d'un ordre international plus apaisé après la guerre froide. L'organisation a contribué à l'édification d'un droit international solide, par l'adoption de nombreux traités, du droit de la mer à la lutte contre le terrorisme, de la protection de l'environnement à la promotion des droits de l'homme. Monaco a ratifié plus de 270 de ces traités qui, bien au-delà de leur dimension symbolique, régulent la vie quotidienne de sa population. C'était une occasion aussi de faire le point sur l'état de notre monde, qui n'est vraiment pas très réjouissant. Vous avez vu le nombre de conflits, de problèmes qu'il y a, les crises multiples. La principauté n'a pas à rougir de ce qu'elle a accompli au cours de son appartenance à cette organisation, même lorsqu'elle était observateur. Et je pense que nous sommes, au même titre que tous les autres membres des Nations Unies, nous avons fait ce que nous pouvions faire avec nos moyens, avec nos intentions. Mais je pense que nous serons encore là pour les 80 prochaines années pour espérer, pour aider dans cet élan d'amélioration du monde et d'aller vers un monde meilleur, un monde plus uni, plus solidaire et surtout plus à l'écoute des difficultés et des crises du moment. Une quarantaine de chefs d'État ont pris la parole depuis l'ouverture du débat général mardi et certains étaient très attendus. Oui, effectivement, notamment le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'est exprimé à la tribune ce mercredi matin, juste avant le prince souverain, ou encore Emmanuel Macron mardi après-midi et bien entendu le président américain avec un discours de 57 minutes dans lequel il n'a pas pesé ses mots, notamment à l'encontre des Nations Unies dont il a remis en question l'utilité, mais aussi les pays européens et la Chine. Il s'agit de son plus long discours prononcé devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Et en début de semaine, Alexandra, a eu lieu le lancement de la Climate Week, un événement auquel a assisté le prince souverain à Times Square. Exactement, c'est une grande tradition dans le monde de la finance. Chaque jour, la cloche d'ouverture et de fermeture du Nasdaq est sonnée et occasionnellement, cette opportunité est offerte à une organisation caritative. C'était le cas ce lundi pour le prince souverain. Au nom de sa fondation, il était accompagné d'Andrew Forrest, président de la Minderoo Foundation. La cérémonie s'est ensuite conclue sur Times Square pour une photo
officielle. Je vous propose d'écouter le vice-président administrateur délégué de la Fondation Prince Albert II de Monaco au sujet d'un nouveau partenariat, d'une très importante levée de fonds annoncée pour le Re:Ocean Funds lors de cet événement. Jour très significatif, lancement de la Climate Week, lancement de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le Nasdaq avait voulu mettre l'océan au cœur de ses préoccupations en invitant le Prince de Monaco à venir les rejoindre pour lancer cette grande journée. Deuxième annonce que l'on adore, qui est très pragmatique, qui est très concrète, le Dr Andrew Forrest de la Meadow Foundation vient d'annoncer en direct l'investissement de 5 millions d'euros dans le Re:Ocean Fund. Donc vous le savez, c'est le fonds d'investissement que la Fondation a lancé avec Monaco Asset Management pour promouvoir une économie bleue durable. C'est avant toute chose le gage du sérieux et de la pertinence de cette initiative. Donc promouvoir l'économie bleue durable, c'est très bien, ça s'est longtemps fait au niveau des débats, des conférences internationales. Ça s'est fait de manière beaucoup plus précise et tangible lors du Blue Economy and Finance Forum. Et donc là, c'est le step d'après, l'étape suivante, avec une personnalité telle que le Dr Andrew Forrest, donc australien, très reconnu au niveau international à la fois comme investisseur, mais aussi comme grande voix qui compte de l'océan. D'ailleurs, son bateau For Rescue est dans le port de Manhattan ces temps-ci, ils iront peut-être le voir. Donc je crois que c'est avant tout une reconnaissance internationale de l'engagement du souverain, du travail de sa fondation, du sérieux de l'outil financier que nous développons. C'est un fonds de 100 millions d'euros, donc oui, 5 millions d'euros, ça compte, mais c'est au-delà de ça, ajouter à la liste des investisseurs très nombreux et très sérieux que nous avons établis, une personnalité comme Andrew Forrest pour nous permettre d'atteindre notre objectif sous 6 mois. La Fondation Prince Albert II de Monaco était également présente durant cette édition 2025 de la Climate Week à New York, en organisant plusieurs événements à la Glass House autour de la préservation des forêts, à la mode durable ou encore la fonte des glaces. Retour à Monaco, en matière de mobilité, les travaux à Cap d'Aille qui créent des embouteillages à la sortie des bureaux sont suspendus. De nombreux échanges sont intervenus entre le gouvernement princier, la mairie de Cap d'Aille et le promoteur de l'opération depuis le démarrage du chantier sur la moyenne corniche. Le gouvernement princier, conscient que les conditions de circulation pour les travailleurs de la principauté et résidents étaient insupportables, a demandé la suspension des travaux. Cette suspension sera effective dès aujourd'hui et jusqu'au 5 octobre inclus. Les discussions se poursuivent pour convenir d'adaptation du chantier permettant de ne plus obstruer la voie de circulation aux heures de pointe. Toujours en bref, dans le cadre du suivi de l'application de la Charte européenne de l'autonomie locale à Monaco, une délégation du Conseil de l'Europe est actuellement en principauté. Après une visite en mairie, c'était au tour du Conseil national mercredi matin. Il s'agit de la seconde visite de suivi à Monaco depuis la signature et la ratification de la Charte en 2013. La Société des explorations de Monaco repart à l'aventure demain pour un périple en Méditerranée avec une première partie en Grèce. Pour rappel, la Société d'exploration de Monaco a pour objectif de promouvoir la connaissance scientifique et préserver durablement les océans. Nous recevons, à l'occasion du lancement officiel de cette mission, le directeur de la SEM, Xavier Prache. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, avant de parler de la prochaine expédition, quels sont les objectifs de la Société des explorations de Monaco? Qu'est-ce que fait cette société ? Alors la Société des explorations de Monaco, elle organise des missions scientifiques dans la ligne, l'héritage du prince Albert Ier. Elle organise des missions à la fois scientifiques, diplomatiques et de médiation. Et donc en Grèce, pour la première fois dans le cadre des missions Méditerranée, on va appareiller pour un mois à bord du navire qui est derrière moi. Et on va mettre en œuvre, on va dérouler ce programme à la fois scientifique, diplomatique et de médiation durant les différentes escales que l'on va mener. Alors quelles vont être les destinations, les escales, combien de temps ça va prendre ? Donc on appareille jeudi 25 septembre au soir et la mission durera un tout petit peu plus d'un mois. On sera de retour à Monaco fin octobre. On aura 4 grandes étapes durant cette mission. La première étape, c'est à Athènes. À Athènes, on va inaugurer le 3 octobre au soir cette exposition que le prince souverain avait inaugurée à Barcelone, qui est une exposition itinérante. Donc elle avait été inaugurée en 2024 et c'est une exposition sur les aires marines protégées de Méditerranée. Et cette exposition, on va la poser à Athènes auprès d'une fondation où des écoles vont pouvoir venir la visiter avec un programme d'accompagnement pour aller un petit peu au-delà des simples panneaux. Ça, c'est le premier arrêt. Et ensuite, on aura 3 arrêts à Alonissos, Volos et Syros, qui sont 3 sites qui ont été choisis en collaboration avec les autorités grecques. Alonissos, c'est l'exemple même de l'aire marine protégée
vers laquelle on doit aller en Méditerranée. C'est la plus grande aire marine protégée de Méditerranée, avec en son sein un vrai sanctuaire qui dispose du plus haut niveau de protection des aires marines protégées. Et à Alonissos, c'est là que le souverain va venir nous retrouver pour y rencontrer les autorités grecques, pour y rencontrer les parties prenantes, les usagers de la mer, et puis cette population d'Alonissos qui est au cœur de ce sanctuaire. Nous allons également ensuite aller à Volos, qui est une ville au nord du golfe Pagazétique, au cours de laquelle on va mener les activités de médiation et de sciences. Et on terminera par Syros, au nord des Cyclades, où nous avons également tout un programme de médiation et de sciences. Et nous terminerons par Athènes, on repassera par Athènes au retour, avant de revenir à Monaco, pour faire la restitution de cette mission et expliquer à nos partenaires grecs ce que l'on a fait. Et pourquoi justement vous faites ça concrètement ? À quoi ça sert ? La Méditerranée aujourd'hui, elle est malade, on le sait, c'est un poncif de dire ça. Donc elle souffre de cette pollution, de ce dérèglement climatique. On pourrait en rester là, on pourrait avoir cette vision pessimiste. Moi, en tant que directeur des explorations de Monaco, je suis plutôt optimiste, mais quand on est optimiste, il faut se battre pour l'être. C'est un philosophe, le philosophe Alain, qui disait le pessimisme est de nature et l'optimisme il est de combat. Ben moi je combats avec l'équipe, avec nos partenaires monégasques pour organiser ces missions et pour ensemble, et ce mot il est important, c'est vraiment ensemble, on trouve les solutions, on soit sensibilisé sur toutes les mesures à prendre pour faire de la Méditerranée une Méditerranée durable. Et donc les explorations de Monaco, elles organisent ces missions, notamment à base de la science. Et dans ces activités scientifiques, on va les collecter de la donnée, qu'on va mettre à la disposition des décideurs politiques pour leur permettre de prendre les bonnes décisions pour soit améliorer la gestion des aires marines protégées, soit envisager d'en créer d'autres. Les aires marines protégées, c'est vraiment l'outil que la Principauté de Monaco a identifié comme étant l'outil phare, l'outil efficace pour améliorer la protection de la Méditerranée dans les prochaines années, avec cet objectif de protéger 30% de la Méditerranée à horizon 2030, un objectif ambitieux, mais auquel les explorations de Monaco vont contribuer. Vous l'avez évoqué, il y a des missions scientifiques à bord ? On va accueillir en effet 7 projets scientifiques à bord de ce bateau durant la mission en Grèce. Ce sont des projets qui ont été identifiés, sélectionnés par un jury de scientifiques que les explorations de Monaco ont réuni. Ça a été approuvé par le conseil d'administration des explorations de Monaco. Ce sont des projets qui sont à la fois à échelle locale. Ce sont des projets qui vont travailler sur les forêts marines, sur les espèces invasives et sur la pollution des sédiments, sur la pollution plastique, l'impact de la pollution plastique sur les sédiments. Et puis des projets qui s'entendent plus à l'échelle régionale du bassin méditerranéen. C'est un projet qui s'appelle Planctomède et qui va travailler sur la qualité du plancton, le plancton qui est à la base de la chaîne alimentaire. Et puis des projets également plus globaux également, comme le projet BGC Argo qui va nous permettre de déployer en mer entre l'Italie et la Grèce des flotteurs BGC Argo. Ce sont des gros flotteurs qui sont déployés en mer, qui vont dériver et qui durant toute leur vie vont plonger à des profondeurs allant jusqu'à 2000 mètres, remonter et à chaque fois qu'ils remontent, sortent en surface, envoient des données chimiques sur ce qu'ils ont pu capter dans les profondeurs. La Société des explorations de Monaco donc partira en mer à partir de demain pour un périple en Méditerranée, à commencer par la Grèce. Xavier Prache, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien. Et à la veille du départ, une équipe est montée à bord pour découvrir le bateau et une partie de l'équipage. De quoi se projeter plus concrètement sur les missions des explorations de Monaco. Reportage signé Alban Gingembre et Camille Caloni. Dans ce prélèvement d'eau, du plancton. Si on observe ce plancton de plus près, on y trouve de nombreux indicateurs sur son environnement. Donc là, on est en présence de ce qu'on appelle des copépodes, qui est le zooplancton le plus présent dans le monde. Ce zooplancton, il est notamment mangé par les sardines, qui en raffolent. Si on a une bonne densité de plancton, si on a une bonne biodiversité du plancton, ça veut dire que l'état des eaux, c'est en bonne santé, de manière générale. Pourquoi? Parce que ce plancton-là, il a de nombreux rôles. Premier rôle, normalement on le connaît tous depuis qu'on est tout petit, on nous dit souvent le plancton c'est mangé par les baleines. Et donc on va retrouver le phytoplancton à la base et ensuite ce phytoplancton se fait manger par qui? Ces algues-là se font manger par exemple par les copépodes qu'on a vu tout à l'heure, donc par le zooplancton. Ce zooplancton se fait manger par des petits poissons, on a vu les sardines ou encore les anchois. Et ensuite ces petits poissons se font manger par des plus grands, etc. Donc déjà si on a là cette base de
de chaîne alimentaire, on a tout le reste. C'est vrai que si on perd ce plancton-là, petit à petit, on retrouve des zones où on a moins de sardines, par exemple, moins d'anchois. Il faut se poser aussi des questions. Est-ce que c'est la pollution qui vient impacter directement aussi notre plancton? Donc c'est sûr que si on a du plancton, on a des ressources alimentaires et donc on est bon. Ça nous indique une bonne production de dioxygène, une régulation de climat, mais aussi une chaîne alimentaire totalement saine. Kelly fait partie de l'équipage qui part en Grèce. À bord de ce laboratoire flottant, des études vont être réalisées pour mieux comprendre la dynamique de propagation des pollutions. Le but, outiller les aires marines protégées et apporter des connaissances scientifiques aux décideurs. Le tout à bord d'un catamaran innovant et respectueux de l'environnement. Il y a une aile, on ne parle plus de voile, mais on parle d'aile maintenant sur ce type de navire. C'est en fait l'aile d'un avion qui est verticalisée et qui permet d'avoir des rendements très efficaces et surtout d'être 100% automatisé à bord. Donc c'est beaucoup plus simple pour l'équipage et la navigation. On a 70 mètres carrés de panneaux solaires et on a un système d'hydrogénération, c'est-à-dire le système de propulsion des moteurs électriques avec les hélices peut s'inverser lorsque le bateau navigue à une certaine vitesse et on crée de l'énergie et on recharge les batteries. Donc c'est un bateau qui est 100% autonome en énergie avec uniquement des énergies renouvelables à bord. C'est une mission 100% décarbonée. Le bateau, alors il est silencieux parce qu'il est 100% électrique. Il n'y a aucun rejet de polluants parce qu'il n'y a pas d'énergie fossile à bord. Et en plus, l'énergie qu'il utilise à bord durant toute cette mission, donc pendant ces 5 semaines de mission, c'est l'énergie qu'il aura réussi à produire ou avec le vent ou avec le soleil. Pour rappel, le programme a pour objectif de protéger 30% des océans d'ici 2030. Appareillage prévu demain soir direction Athènes pour une mission pédagogique, diplomatique, mais surtout scientifique. Nous étions dans ce reportage au port de Fontvieille et nous allons à présent du côté du port Hercule où vient de s'ouvrir la 34e édition du Monaco Yacht Show. Dans l'univers feutré et luxueux du yachting, chaque détail compte. Visite d'un yacht entièrement décoré par la société Sabrina Monte-Carlo. Reportage de Vanessa Dessy et Alexandra Paolini. Sabrina Monte-Carlo signe une nouvelle réalisation d'exception, la décoration d'un catamaran imaginé par son mari, architecte naval. Une collaboration familiale où le design intérieur épouse l'architecture extérieure, donnant naissance à un yacht à la fois audacieux et harmonieux. Alors c'est un catamaran qui a été construit en Australie, dessiné par mon mari, donc j'ai la chance d'avoir pu le décorer. Donc un catamaran qui fait 36 mètres de longueur, sur 2 coques et donc 14 mètres de large. On a essayé de faire un bateau de jeunes, vraiment un bateau de famille où il y a la place pour tout, où tout est très souple. Vous voyez que les enfants peuvent sauter sur les canapés, il n'y a pas de problème. Voilà, on s'est bien amusé. Chaque création reflète une maîtrise du volume et de la lumière. Sabrina joue avec des matériaux nobles, des textures et des couleurs pour optimiser le confort tout en respectant l'élégance. Chaque espace est pensé pour être fonctionnel, pratique et surprenant. Avant tout, on voit un petit peu pour quel type de famille les bateaux sont destinés. L'âge des propriétaires, s'il y a des enfants, des petits-enfants, etc. Et par rapport à ça, par rapport à la demande de la famille, du propriétaire, on adapte les intérieurs. De plus en plus de propriétaires de yachts se détournent du clinquant pour privilégier un design simple et épuré. Une demande forte portée par l'envie de naviguer dans des espaces apaisants où la sobriété des lignes met en valeur la lumière et la mer. De plus en plus contemporaine, de plus en plus easy. Les personnes veulent des formes beaucoup moins... avec pas vous voyez, tout est organique, on ne se fait pas mal, les gens ne veulent pas avoir beaucoup d'entretien à faire. Voilà, donc des choses beaucoup plus simples que l'on faisait il y a quelques années de ça. Entre raffinement et simplicité, le design des yachts traduit aujourd'hui une nouvelle vision à l'image de la mer et d'une approche en quête de discrétion. La Croix-Rouge monégasque organise jeudi soir à l'Auditorium Régnier 3 à partir de 19 h une conférence consacrée au diabète, une maladie qui touche environ 540 millions de personnes à travers le monde, soit une personne sur 10. Cette conférence sera co-animée par la diététicienne Marine Grisoul et l'endocrinologue du CHPG, Sophie Broussol. Et nous sommes avec cette dernière. Sophie Broussol, bonsoir. Bonsoir. Le thème de la conférence est tout ce qu'il faut savoir sur le diabète. Alors je vous pose la question, dites-nous tout. Déjà pour commencer, qu'est-ce que le diabète ? Alors le diabète, c'est une maladie chronique secondaire à ce qu'on appelle une hyperglycémie chronique. C'est-à-dire qu'en fait, les patients ont trop de sucre dans le sang de façon chronique. Il y a plusieurs types de diabète, hein. Expliquez-nous ça.
Oui, effectivement, il y a plusieurs types de diabète. Donc souvent, quand on entend diabète, en fait, on parle du diabète de type 2, qui est le diabète le plus connu. Mais il y a aussi le diabète de type 1, qui va toucher plutôt les enfants, les jeunes adultes. Bon, il peut arriver à tout moment de la vie, mais c'est plutôt chez les jeunes. Et c'est pas du tout la même pathologie que le diabète de type 2, qui est beaucoup plus répandu, qui représente plus de 95% des types de diabète. D'accord. Alors si on a un diabète, par exemple, de type 2, on va dire que c'est plus à cause d'une hygiène de vie, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, le diabète de type 2, c'est une maladie qui apparaît au cours de la vie, souvent après l'âge de 40 ans, chez des personnes qui ont des facteurs de risque. Donc des facteurs de risque d'abord génétiques, c'est souvent une maladie qui est familiale, mais pas uniquement. C'est une maladie qui est liée aussi à une mauvaise hygiène de vie, donc une mauvaise alimentation. Donc c'est souvent secondaire à du surpoids ou de l'obésité. C'est aussi secondaire à de la sédentarité. D'accord. Et quels sont les symptômes peut-être pour les personnes qui se posent la question ? Alors le problème du diabète, c'est que c'est une maladie qui est très insidieuse et il y a très peu de symptômes. Souvent, quand on commence à avoir des symptômes, ça fait déjà bien 5 à 10 ans qu'on est diabétique. Donc c'est une maladie qui va se dépister du coup. D'accord. Justement, on dépiste ça ? Comment on fait ? Alors oui, on dépiste ça dans la population générale. Donc en général, on fait des prises de sang après l'âge de 40 ans, un peu plus tôt si on a des facteurs de risque, notamment des antécédents familiaux de diabète chez le père ou chez la mère. Donc après 40 ans, on fait une prise de sang à jeun, on mesure ce qu'on appelle la glycémie, c'est le taux de sucre à jeun. Et si on a 2 glycémies à jeun supérieures à 1,26 g par litre, ça veut dire qu'on est diabétique. Et vous parliez effectivement de symptômes qui ne se voient pas sauf quand c'est trop tard. On peut déceler avant que ça soit trop tard ou c'est justement quand on a déjà ce type d'analyse ? Alors, c'est important de le dépister parce que le diabète, quand il est pris en charge très précocement, c'est une maladie certes chronique à vie, mais c'est une maladie qu'on peut tout à fait contrôler avec des mesures hygiéno-diététiques, un traitement. Et du coup, les patients ne vont pas développer de problèmes, de complications liées à cette maladie. On connaît le nombre de personnes qui seraient atteintes du diabète sans le savoir. J'ai lu sur Internet que c'était une personne sur 2. Ça me paraissait énorme. Est-ce que c'est vrai ou c'est une fausse information ? Non, c'est tout à fait vrai. En fait, les chiffres de l'assurance maladie en 2022 en France, il y a 4,3 millions de personnes diabétiques. Dans le monde, c'est 537 millions de personnes diabétiques. Et effectivement, ce sont les chiffres de l'assurance maladie, mais on sait qu'une personne diabétique sur 2 s'ignore. Et quels sont les conseils que vous pourriez nous donner justement ? Alors les conseils que je pourrais donner, c'est déjà de se faire dépister régulièrement par une prise de sang à jeun avec son médecin traitant. Ça, c'est le premier des conseils. Le deuxième conseil, surtout si on a des facteurs de risque familiaux de diabète, d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc une alimentation équilibrée, structurée, variée et de pratiquer une activité physique régulière. D'accord. Et comment on fait pour avoir une bonne hygiène de vie quand on sait que l'industrie agroalimentaire met du sucre absolument partout ? Ah oui, alors c'est pas évident. Il faut éviter d'acheter des produits transformés, des aliments transformés. Donc revenir à des choses très simples, des aliments, donc une assiette qui serait composée d'une viande ou d'un poisson, des œufs. Donc ça, ce sont les protéines. Une partie de féculents, donc un quart d'assiette de féculents, un quart d'assiette de protéines et la moitié de l'assiette de légumes. Boire de l'eau, éviter les produits sucrés, éviter les jus de fruits, les coca, éviter l'alcool si on peut aussi. Et puis après, un produit laitier, donc une portion de fromage, 30 grammes par jour, c'est suffisant, ou alors un yaourt et une portion de fruits. Voilà le repas idéal. D'accord. Et les traitements, quand on est atteint, ce sont des alors, traitements faciles à utiliser. Exactement. En fait, si les mesures hygiéno-diététiques ne suffisent pas, il y a des traitements médicamenteux du diabète. Donc tout d'abord des médicaments qu'on prend par la bouche, qui sont très efficaces. Si c'est pas suffisant, on a d'autres traitements par voie injectable. Donc une piqûre une fois par semaine. C'est des traitements qui sont très à la mode actuellement. Et ensuite, si vraiment tous ces traitements ne suffisent plus parce que la maladie est très évoluée, on peut passer à des injections d'insuline pluriquotidiennes. Vous donnez une conférence là ce jeudi à l'auditorium Régnier 3 de 19h à 21h sur le diabète. Quel message vous voulez, pour finir, justement faire passer ? Alors effectivement, on donne une conférence avec ma collègue Marine Grisoul, diététicienne donc au CHPG. Sur le diabète. Donc c'est une conférence qui est destinée à la population générale. Je pense que c'est important que les gens soient bien informés pour justement éviter cette maladie, la dépister et la traiter la plus précocement possible pour éviter toute complication liée à cette maladie. Sophie Broussol, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie.
Coup de projecteur aujourd'hui sur cette tentative de record du monde organisée par l'Offroad Club de Monaco, une traversée en jet ski durable avec un départ et une arrivée à Monaco. Plus de détails dans ce reportage de Frédéric Hélion sur des images de Julien Laugier. Monaco a toujours été une terre de records. Lundi 15 septembre, Massimiliano Mordenti, résident monégasque, a réalisé la plus longue distance en scooter des mers alimenté en bioéthanol, un carburant durable. 160 km, un aller-retour entre le Yacht Club de Monaco et l'île Gallinara au large d'Albeng en Ligurie. Une performance réalisée en 3h23 et un record du monde homologué par l'Union internationale motonautique. Un défi sportif motivé par une conviction environnementale. Il record nasce per dare un messaggio di sostenibilità, un messaggio di sportività, di amicizia. Abbiamo organizzato un record con la Federazione Sportiva Monegasca di Motonautica, della quale sono diventato pilota professionista ad aprile di quest'anno. Abbiamo deciso di utilizzare un carburante che in Francia si trova ovunque, è molto promosso anche dal governo, perché abbiamo visto ci sono dei contributi e soprattutto economicamente rispetto alla benzina è estremamente favorevole perché costa più o meno un terzo. Le fondateur de l'Offroad Club Monaco n'était pas seul dans cette aventure. Pour réaliser son exploit, il était accompagné de 2 chronométreurs, d'un médecin et de 2 mécaniciens professionnels en charge du ravitaillement en carburant. Grazie a un nostro partner, la Floating Life, l'ingegner Pezzini che ne è titolare, lui ha creato un tappo e un sistema di refueling antisversamento al 100%, stampati in 3D su plastica riciclabile, su plastica riciclata soprattutto, con una parte metallica in ottone, e questo è stato infatti utilizzato e abbiamo potuto fare in tempi molto rapidi proprio fra l'isola di Gallinara e la costa, dove siamo andati a fare l'unico rifornimento, comunque con sversamento zero. Progrès technologique, respect de l'environnement et performance sportive, ce projet ambitieux a pu se concrétiser grâce au soutien du Yacht Club de Monaco, de la Fédération monégasque motonautique et de l'ambassadeur d'Italie à Monaco, Manuela Ruosi. Le prochain défi de Massimiliano Mordenti pourrait d'ailleurs de nouveau se dérouler du côté de l'Italie. Ce mercredi, date d'ouverture du Monaco Yacht Show, et bien ce sont les photos de fin de JT de Manuel Vitali, qui, vous allez le voir, a pris de la hauteur. Et juste après, vous retrouverez la météo d'Alban Gingembre. Ce journal est terminé, on se retrouve jeudi à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À demain. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, la situation reste stable dans le ciel. Demain, en principauté, nous aurons droit à un beau temps. Quelques nuages le matin qui deviendront plus denses l'après-midi, mais rien qui ne viendra gâcher les belles éclaircies. Côté température, le thermomètre affichera 15 degrés le matin et 20 degrés l'après-midi. Le jeudi 25 septembre, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Hermann. Et puis demain, c'est la journée mondiale du rêve, l'occasion de réfléchir à vos ambitions et à mettre en œuvre une stratégie pour atteindre vos objectifs. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.